Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. La vidéo a fait le tour du monde. On y voit une jeune femme simplement vêtue d'une culotte rayée et de soutien-gorge violet marcher dans une rue de Téhéran. Cette jeune femme, c'est Aoud Aryahi. Et selon de nombreux témoignages, cette étudiante de 30 ans s'est dévêtue en signe de protestation contre des agents de l'université qui estimaient qu'elle ne respectait pas le code vestimentaire islamique obligatoire. Aoud Aryahi a été arrêtée dans la foulée avant d'être transférée, selon plusieurs sources, dans un hôpital psychiatrique. Son geste fort a attiré l'attention du reste du monde sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, initié en 2022 après la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs iraniennes. Le mouvement a été sévèrement réprimé par le régime, un régime qui ne semble pas prêt à accorder la moindre avancée en matière de liberté, un régime aux abois aussi en raison de la guerre en cours au Proche-Orient et de la réélection de Donald Trump, un régime qui semble toutefois toujours très puissant. Alors l'Iran est-il condamné à rester sous la coupe des mollahs et d'un fonctionnement autoritaire? Nous en parlons aujourd'hui avec Shohra Makaremi. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes anthropologue, chercheuse au CNRS et réalisatrice du documentaire Hitch, une histoire iranienne, sorti en 2019, une enquête sur la disparition de votre mère, une opposante au régime. Alors je le disais, l'arrestation de Aoud Aryahi a de nouveau braqué les regards sur l'Iran et remis en lumière la cause des femmes iraniennes. Pour autant, est-ce que ce mouvement Femmes, Vie, Liberté s'était essoufflé sous la répression et la violence de cette répression par le régime? Oui, sous la violence de la répression et aussi parce que le régime iranien avait bénéficié d'une sorte de soutien indirect de la part des États occidentaux puisque les États-Unis avaient repris les négociations nucléaires via l'Oman dès 2023 et que toute une série d'actions diplomatiques avaient réinstitué en fait la place symbolique de ce régime dans la communauté des nations, ce qui est un signal fort et très décourageant envers tout ce qu'on appelle les franges grises dans un mouvement révolutionnaire. Toutes ces parties de la population qui ont leur destin quotidien, du fait notamment que ce sont des fonctionnaires qui doivent nourrir leur famille, qui ont leur destin quotidien lié à celui du régime. Et donc la question de savoir si cette majorité silencieuse va faire défection ou pas est énormément liée à la question des chances qu'a ce régime de tomber ou non. Et il se trouve que l'Iran a un pouvoir extrêmement militarisé et extrêmement concentré aux mains des gardiens de la révolution, donc qui sont militaires et économiques, et du clergé. L'Iran a été toujours quelque part soutenu dans son rôle de puissance régionale et de puissance internationale par les Occidentaux, qui le voient comme un rival, comme un opposant, mais pas comme un ennemi, comme ils le construisent, puisqu'ils tiennent à son existence. Quelque part, c'est ce qu'ils ont montré en 2022-2023. Pourquoi ils tiennent à cette existence de ce régime qui menace quand même la stabilité dans la région? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir composer avec Téhéran? On a vu d'ailleurs les négociations qu'il y a pu y avoir sur le nucléaire iranien dont Trump est sorti. Qu'est-ce qui pousse les Occidentaux à collaborer avec ce pays dont on sait que le régime est quand même très autoritaire et exécute des opposants par centaines? Alors la question de l'autoritarisme d'un régime n'a jamais en fait été une question importante dans les enjeux internationaux et de la diplomatie. Au niveau des intérêts et des jeux de pouvoir, je pense que l'image de l'Iran comme une puissance potentiellement déstabilisatrice est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène après le 7 octobre 2023. Ce dont je parle se passe avant cette date-là. Et avant cette date-là, il faut se souvenir que l'Iran est le pouvoir qui a ramené quelque part la paix en Irak, suite à la guerre civile monstrueuse et extrêmement mortifère qui a eu lieu après le retrait notamment des troupes américaines. L'Iran soutenait quelque part par proxy, par le Hezbollah, l'État libanais sous perfusion, tout en ponctionnant ces États où il fait œuvre de police, tout en les ponctionnant énormément économiquement. Et d'ailleurs, les soulèvements des populations libanaises en 2019 et irakiennes en 2020, qui étaient des soulèvements très forts, tout comme le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, contre leurs élites, contre le sectarisme, contre la corruption, ces soulèvements-là étaient aussi indirectement contre l'Iran. Ont été réprimés, je pense, aussi par l'aide des milices iraniennes. Mais tout ça pour dire que l'Iran avait acquis quelque part avec les États-Unis, qui avaient cette politique un peu de se retirer finalement militairement de la poudrière du Moyen-Orient, l'Iran avait acquis un rôle un peu de gendarme par proxy, qui peut nous sembler paradoxal, même en Afghanistan, où les gardiens de la révolution ont construit un mur entre l'Afghanistan et l'Iran au Baloutchistan. Ils ont des politiques antiterroristes. Dans la lutte contre Daesh, ils sont arrivés en Syrie, ils ont eu un rôle extrêmement central dans le fait que le régime de Assad est resté au pouvoir. Il y a près d'1 million de morts quand même des mains de ce régime, du fait de la guerre civile et de la répression en Syrie. Et la lutte contre Daesh était aussi le fait des troupes iraniennes, de ce général Qassem Soleimani qui a été tué par les Américains
en 2020. Et donc, cette idée que l'Iran est une puissance déstabilisatrice, c'est la façon peut-être dont l'histoire et les événements contemporains n'ont pas donné raison au choix de la communauté internationale, que ce soit la Chine, l'Arabie Saoudite, la communauté européenne ou les États-Unis, cette communauté internationale de soutenir le régime iranien qui était affaibli par la rue, par une contestation absolument qui a touché de façon existentielle ce pays et qui a mis le régime à genoux. Et donc, en fait, quand moi j'analyse cette séquence-là, je vois des puissances internationales, une communauté internationale qui tire bénéfice, en fait, du fruit de la révolte des Iraniens pour ensuite négocier avec l'Iran et aider le gouvernement à se réinstituer dans sa puissance et à se maintenir. Alors on va revenir à ce mouvement d'opposition qui est consécutif à la mort de Mahsa Amini, qui a été arrêtée pour un défaut de port de voile et qui est morte après son arrestation. Alors il y a différentes versions. La version des sources proches de Mahsa Amini explique qu'elle a été tuée par la police. Le régime explique qu'elle était malade et qu'elle a fait un malaise. Le plus probable étant effectivement qu'elle a été tuée par les policiers. Il y a eu des grands mouvements, il y a eu des grands soulèvements qui ont suivi sa mort. Pendant plusieurs semaines, il y a eu une répression qui a été terrible. D'ailleurs, on peut voir tout ça dans Les Graines du Figuier Sauvage, un film qui est sorti en salle il y a quelques semaines, qui a eu le prix du jury à Cannes, donc qui raconte très bien cette séquence-là et qui raconte aussi très bien la répression très féroce qu'il y a par le régime. Est-ce que cette répression donc a eu, au-delà de la pression des Occidentaux dont vous avez parlé en ouverture de cet épisode, est-ce que la répression du régime a eu raison du soulèvement de ces femmes et de leurs alliés ? Non, la résistance persiste. Elle a changé de forme. Pour moi, en tout cas, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est ce qui ne s'est pas passé. C'est aussi intéressant que de souligner ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la rue iranienne s'est soulevée. C'était un soulèvement qui n'était pas massif en termes de nombre de personnes dans la rue, parce que justement, on avait des révoltes qui étaient extrêmement inventives et astucieuses, c'est-à-dire qui avaient appris des révoltes précédentes et des types de répression des révoltes précédentes en 2009, 2017, 2019, etc. Et donc, du coup, on avait des révoltes qui étaient très délocalisées, de courte durée, qui passaient beaucoup par la production d'images symboliques qui avaient valeur à être diffusées sur les réseaux sociaux pour galvaniser, pour montrer symboliquement une opposition radicale contre le régime. Il y avait tout un discours révolutionnaire avec des slogans, avec tout un art, en fait, une inventivité, une vitalité très forte. Et ça n'a pas été le cas de toutes les révoltes. Par exemple, entre 2017 et 2019, la rue iranienne s'est soulevée de multiples fois. Mais cette inventivité-là, cette unité des slogans, cette façon qu'avaient toutes les franges de la population de se soulever ensemble, on ne l'a vu qu'en 2022 avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Donc derrière un slogan très fort et féministe. Mais les provinces périphériques du Kurdistan et du Baloutchistan, qui sont très réprimées, qui sont opprimées en fait par un État central, dans une perspective un peu de domination coloniale contre des minorités ethniques et nationales, ces provinces périphériques où il y a un accès aux armes aussi qui est très très facile, puisque le Baloutchistan est à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, et que le Kurdistan donc est à la frontière avec le Kurdistan irakien. Ce sont des régions où il y a des conflits armés, et ce sont des régions où il existe en fait des forces d'opposition au pouvoir qui sont armées. Or, la résistance ne s'est pas armée. Alors que dans ces deux espaces-là, on avait les foyers les plus solides du soulèvement. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'il faut finalement de discipline pour que les insurgés continuent à attaquer, par exemple, les postes de police au cocktail Molotov, qui est l'arme des sans-armes, et non pas avec des kalachnikovs, alors que celles-ci sont extrêmement présentes et circulent. Et donc, il faut une certaine discipline. Et il faut aussi une pensée stratégique. Et donc, c'est pour ça que moi, je serais tentée de parler de retrait stratégique, une espèce de ressac, qui est lié au fait que, avec ce soulèvement, avec ce slogan Femmes, Vie, Liberté, alors c'est un slogan qui est repris à la tradition des luttes féministes kurdes, qui puise dans la pensée de Öcalan, et donc femme, vie, c'est pour l'écologie, donc le féminisme, l'écologie et la démocratie. Et chez les Iraniens, en fait, le mot de vie est un tout petit peu différent. Il y a bien sûr les luttes écologistes, parce qu'il y a beaucoup d'extractivisme et que la paysannerie iranienne, en fait, souffre énormément des dégradations massives de l'environnement. Mais il y a autre chose. La vie, c'est aussi ce qui s'oppose au culte de la mort, ce qui s'oppose au martyr, à tout ce qui est mortifère et qui est l'idéologie de l'État. Et donc, les Iraniens, les Iraniens et les Iraniennes, contrairement à la révolution de 1979, où il y avait une espèce d'exaltation du martyr comme étant la forme la plus pure et la plus complète, en fait, de l'action politique, se sacrifier pour, à l'époque, 79, pour un idéal de justice sociale. Très vite, ensuite, ça a été pour le djihad, quand la République islamique est arrivée au pouvoir. Mais en tout cas, ce culte du martyr, les Iraniens et les Iraniennes l'ont massivement dépassé dans toutes les franges de la population. Je ne parle pas uniquement des jeunes éduqués, des centres urbains occidentalisés. De tous les Iraniens et les Iraniennes n'en veulent plus. Ils ne veulent plus se sacrifier, ils veulent vivre. Et en plus, comme le dit la chanson qui est devenue l'hymne, Baroye, ils veulent vivre une vie ordinaire. Et donc,
Ce retrait stratégique est aussi lié à l'extrême asymétrie des forces, puisqu'on a des gardiens de la révolution qui militarisent en fait la répression d'une part, avec des escadrons de la mort, avec une politique de la cruauté qui est très importante, qui a été documentée dans un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui est sorti en mars 2024. Et face à cette cruauté, on a des gens qui ne veulent pas justement mourir pour leurs idées. Mourir, mais de mort lente, comme on dit. Et donc, il y a un retrait. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre comment est-ce que la résistance persiste en se reconfigurant. Et par exemple, les graines du figuier sauvage, c'est une manifestation, mais parmi vraiment beaucoup d'autres, de la créativité et de l'inventivité. Donc on n'est pas... Et il n'y avait pas ça même après, par exemple, le soulèvement vert de 2009, qui a poussé des millions d'Iraniens dans la rue. Cette inventivité, cette créativité, c'est un signe de vie quand même du mouvement. Ce n'est pas rien. Et pour en venir à Orhun Daryei, qui a été arrêté, donc, je crois, le 2 novembre dernier, et qui est toujours porté disparu. Selon plusieurs sources, elle a été transférée dans un hôpital psychiatrique, puisqu'elle serait considérée par le régime comme déficiente mentale, ou en tout cas atteinte d'un trouble mental, qui l'aurait amené à se dévêtir. D'ailleurs, il y a même une sorte de délit, ou la maladie de dévoilement, un trouble de dévoilement, qui est mis en avant par les autorités pour justifier une éventuelle hospitalisation. Et il y a une grande campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Où est Orhun Daryei ?» parce que concrètement, donc, on ne sait pas, malgré les déclarations publiques, on ne sait pas concrètement où elle est. Disons que les personnes qui pourraient se porter témoins de, je ne sais pas, avoir un contact avec elle, par exemple des avocats, n'ont pas pu avoir accès à cette femme. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que quelques minutes après son arrestation, quelques minutes après la diffusion des vidéos, il y a toute une série d'avocats en Iran qui ont déclaré publiquement vouloir être pro bono, volontairement la défendre. Donc en fait, il y avait une façon, même si ce qu'elle a fait, se dévêtir pour mettre à nu le pouvoir, en fait, qui l'interpellait, était quelque chose qui était quand même transgressif dans la société iranienne. Enlever son voile n'est pas du tout transgressif. Comme on le voit dans le film Les Figuiers sauvages ou d'autres films, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dévoilées ou de femmes qui sont dévoilées en Iran, dans la sphère privée. Mais par contre, cette façon de se dévêtir dans l'espace public, en effet, c'est une image extrêmement transgressive. Et malgré tout, beaucoup de gens ont fait corps, en fait, en soutien à cette personne, sans même savoir, en fait, quel était le degré de préméditation ou le sens de son geste, ses déclarations, etc. Parce que ce n'est pas important. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, son acte est à la fois individuel et en même temps, il n'est absolument pas isolé. Il fait partie, pour moi, d'une des formes principales de reconfiguration de cette résistance qui est extrêmement troublant, qui est de se relocaliser dans le ventre de la bête. On milite, on agit, on fait les actes les plus transgressifs qui soient, on va le plus loin possible depuis le cœur même de la répression. Et ce n'est pas uniquement le cas de Orhun Daryei, c'est aussi le cas des prisonniers et des prisonnières politiques, puisque il y a carrément une campagne contre les peines de mort, alors pas uniquement des peines de mort politiques, mais également les peines de mort en droit commun. Il y a plus de 800 personnes qui ont été exécutées en Iran l'année dernière. Ouais. Voilà, et donc proportionnellement à la population, c'est le pays qui exécute le plus au monde. Et il y a eu un mouvement depuis janvier 2024, une campagne carrément contre les exécutions, contre la peine de mort. Et qui sont les instigateurs de cette campagne? Ce sont les prisonniers politiques et les prisonnières politiques elles-mêmes, depuis l'intérieur de, aujourd'hui, plus de 20 prisons en Iran, où ils ont les mardis contre la peine de mort. Donc on a les Meatless Monday, les lundis sans viande, on a Dry January, janvier sobre, et puis maintenant on a les mardis contre la peine de mort. Donc c'est des campagnes qui prennent des allures vraiment de campagnes politiques, de société civile, sauf que ces campagnes sont portées par des gens qui eux-mêmes ont souvent des peines de condamnation à mort et qui sont dans le ventre de la bête, soumis au confinement solitaire, soumis aux tortures, etc. Donc le degré de courage et la façon de pousser encore d'un cran les limites de ce qui est faisable en agissant depuis le ventre de la bête, pour moi, est une forme de reconfiguration très importante. 853 exécutions en 2023, c'est le chiffre le plus élevé depuis 8 ans en termes de nombre d'exécutions en Iran. Cette mobilisation, cette résistance, on voit, vous expliquez comment elle se formule, comment elle se développe, mais est-ce qu'elle peut se traduire concrètement dans le système politique iranien qui semble verrouillé par ces fameux mollahs, par ces gardiens de la révolution? Est-ce qu'il y a une chance de pouvoir avoir une transposition démocratique? Est-ce que ces gens peuvent prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre en Iran pour essayer de changer les choses? Il faut savoir quels gens pourraient prendre le pouvoir en Iran pour que les choses puissent changer. Il y a besoin d'un changement constitutionnel en Iran. Et ce changement constitutionnel, les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui en République islamique ne sont pas du tout prêtes à l'apporter.
Ce qui s'est passé avec la mort du président Raïssi, donc le président extrêmement conservateur, très dur, qui était appelé d'ailleurs le boucher des vignes parce que lui-même était le responsable personnel, l'exécutant, on va dire, de massacres de prisonniers politiques, donc qui avait fait des milliers de victimes dans les années 80. C'était un conservateur extrêmement borné, zélé, un petit peu comme la figure d'Eichmann, à la fois extrêmement dévoué à son maître, le guide suprême Khamenei, manquant totalement d'imagination et extrêmement zélé, c'est-à-dire capable de tout. Et ce bureaucrate, qui était membre du clergé, est mort dans un accident d'hélicoptère en juin dernier. Sa mort a permis une élection anticipée, une élection présidentielle anticipée, qui a porté au pouvoir un candidat dit réformateur. Et c'est un schéma qui est un petit peu analogue à ce qui s'est passé au Liban et en Irak, parce que moi, je vois pas le soulèvement Femmes et Libertés comme un phénomène isolé, bien qu'il est, par sa dimension féministe, il soit assez exceptionnel, mais il rentre complètement en écho avec ce qui s'est passé, encore une fois, les soulèvements populaires très remarquables aussi et considérés comme exceptionnels à l'époque par leurs observateurs, ces soulèvements qui ont eu lieu au Liban, qui ont lieu en Irak et aussi en Iran en 2019. Et au Liban et en Irak, ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'il y avait eu une répression donc milicienne des insurrections, et peu de temps après, il y avait eu des élections qui avaient changé en fait le gouvernement dans cette idée que on va changer les choses pour que rien ne change. Donc on a ce même type de résolution qui a eu lieu en Iran, sauf que là, comme on pouvait pas, il y a pas de premier ministre en Iran, donc le président est mort, il a été tué, il est mort dans un accident et il a été remplacé par un candidat qui se présente comme réformateur, qui est très proche des gardiens de la révolution. Oui, parce qu'il est présenté, donc vous le dites, comme modéré, comme réformateur. Il s'appelle Massoud Pezeshkian. Mais quelle est sa marge de manœuvre? Qu'est-ce que ça veut dire réformateur dans le régime iranien? Qu'est-ce qui est réformé? Qu'est-ce qui est réformable surtout? Parce que j'imagine que les fondamentaux sont difficilement touchables, transformables. En fait, justement, c'est ça le principe des réformateurs. C'est un courant qui est très sérieux au départ. C'est un courant qui est arrivé dans les années 90 en Iran, qui a porté au pouvoir Mohammad Khatami en 1997, avec un élan d'espoir incroyable qui a traversé la société iranienne, et une mouvance de démocratisation assez palpable au niveau de la presse, au niveau du fleurissement des ONG, et notamment c'est à l'époque qu'il y a eu tout un mouvement de la société civile féministe. On se souvient du prix Nobel de la paix pour Shirin Ebadi en 2003. Shirin Ebadi qui, avec Narges Mohammadi, qui a été prix Nobel de la paix en 2023, qui est actuellement en prison à Evin, où justement elle est en train de mener le cœur de la lutte, parce que le cœur de la lutte se mène par les prisonniers politiques, paradoxalement, à l'intérieur des prisons. Mais Narges Mohammadi et Shirin Ebadi avaient créé cette campagne pour 1 million de signatures, donc obtenir des signatures, par exemple, pour changer la Constitution, pour changer les lois de ségrégation de genre dans la Constitution. Ce mouvement de réforme qui prétendait que la République islamique, si l'on voulait bien appliquer en fait les lois telles qu'elles avaient été conçues, par exemple, les lois permettaient de demander un changement de constitution, si on obtenait 1 million de signatures. Donc en fait, il y avait le point de vue des réformateurs était de dire ne produisons pas de conflits politiques, mais par contre, essayons de faire appliquer tout simplement cette constitution et tout l'ensemble d'arsenal législatif et politique qu'on a, et on peut obtenir une démocratisation. Et le slogan de campagne de Khatami, c'était prudence, patience, modération. Donc en fait, une espèce de maturité et de méthode douce, en fait, d'obtenir des changements progressifs au prix d'une grande patience. Et les Iraniens ont été très, très patients pendant de nombreuses décennies. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2010, progressivement, les candidats réformateurs ont été exclus des élections, donc de la possibilité de se présenter pour être candidat, dans toutes les élections, des plus locales aux présidentielles. Et donc, le réformisme a disparu de l'échiquier politique et progressivement, à force de disparaître de l'échiquier politique et de montrer en fait sa faiblesse dans le rapport de pouvoir du jeu politique, eh bien, le réformisme comme idée aussi s'est décrédibilisé, est devenu de moins en moins, les Iraniens y ont de moins en moins cru. Jusqu'au moment où, de 2017 à 2019, en fait, un des slogans des révoltes, c'était « Réformateur conservateur, votre temps est fini ». Et donc, on est arrivé à un moment en 2022, suite au soulèvement Femmes, Vie, Liberté, où un petit peu le chef spirituel, intellectuel, politique, officieux des réformateurs, qui est Mir Hossein Mousavi, le candidat vert de 2009, qui est en résidence surveillée depuis 2009, qui avait gagné les élections selon beaucoup d'Iraniens, mais qui dénonce le fait que ces élections-là en 2009 aient été volées par le conservateur Ahmadinejad. Donc ce chef des réformateurs en exil intérieur, on va dire, a écrit un communiqué disant que
la République islamique devait être soumise à un référendum sur sa constitution. Et donc là, on voit bien que la ligne de fracture sur est-ce qu'on peut réformer ce régime encore ou pas passe au sein même des réformateurs. Et donc, pour moi, c'est quand le réformisme a été complètement vidé de toute sa puissance politique et de toute sa puissance de contestation qu'on a pu amener au pouvoir un président dit réformiste, mais le réformisme n'existe plus, donc il est ventriloqué, en fait, par ceux qui tiennent les rênes et qui sont tout le groupe politique conservateur, extrêmement militarisé, qui s'organise autour du guide suprême Khamenei. Oui, parce que voilà, le système iranien fait qu'on a un président de la République dont on vient de parler, mais on a aussi et surtout un guide suprême, Ali Khamenei. Alors le système constitutionnel iranien est assez compliqué, mais concrètement, c'est une personne qui est élue par une assemblée elle-même élue, mais dans un vivier de candidats choisis par les gardiens de la Révolution, vous m'arrêtez si je me trompe. Et là actuellement, le guide suprême, c'est Ali Khamenei, il a 85 ans, ça veut dire qu'il risque d'être remplacé dans quelques mois ou quelques années. Est-ce qu'on peut compter sur un remplaçant qui serait plus ouvert que le guide suprême actuel, ou est-ce que de ce choix-là, de ces chambres-là, de ce groupe-là de potentiels candidats, on n'est que dans le conservatisme absolu ? On ne sait pas ce qui peut se passer. Il est absolument, bien sûr, impossible de prévoir l'avenir en général, mais de façon plus précise, ce pouvoir-là, qui est le pouvoir iranien, est extrêmement opaque. Il tire force de son opacité. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on est dans une crise de succession, parce que, en effet, le guide suprême a 85 ans, bientôt 86. Les rumeurs sur ses maladies, sur ses cancers circulent rapidement. Et il y a toute une lutte de pouvoir pour savoir qui pourra lui succéder sans jamais qu'il n'y ait de successeur clair qui soit désigné. Je me suis longtemps demandé pourquoi il en était ainsi, mais un petit peu comme Poutine, et c'est ce que l'historien Timothy Snyder dit sur le régime de Poutine en Russie, c'est qu'on a des régimes extrêmement personnalisés, même si de fait, il faut tout un système pour qu'une personne puisse gouverner, c'est ce que rappelle bien Hannah Arendt, mais là, on a des têtes très puissantes, Poutine, Khamenei, qui semble, en tout cas, on a un système qui semble concentrer dans ses mains la plupart du pouvoir, et un pouvoir extrêmement cruel, extrêmement arbitraire, extrêmement militarisé, et en même temps avec une espèce d'impasse quant à la possibilité de concevoir une succession. Et ce qui peut sembler un paradoxe, et qui n'en est peut-être pas un, si on considère que la possibilité ouverte et un petit peu, rendue transparente et débattue, ou en tout cas claire dans l'esprit des citoyens ou des groupes politiques, d'une succession, cette possibilité de succession rend la personne au pouvoir, le tyran vieillissant, beaucoup plus fragile. Et c'est ça la question. C'est que tout successeur possible va pouvoir permettre à ceux qui manigancent, en fait, de s'organiser autour d'une alternative commune. Et en fait, c'est là qu'on en est en Iran, et c'est très important parce que ce n'est pas qu'en Iran qu'on est là. Je pense qu'on est là également en Israël, je pense qu'on est là dans beaucoup de pays de la région, également en Irak, également en Russie, en Arabie Saoudite également, en Turquie aussi. Erdogan, il faut parler de ce régime-là qui bombarde allègrement ces groupes kurdes même qui ont forgé le slogan Femme, vie, liberté. Et en fait, quand on regarde en féministe la situation, parce que les féministes ne sont pas uniquement là pour parler des égalités femmes-hommes, elles ont aussi une façon de voir les jeux de pouvoir et les relations internationales dont les femmes sont absolument exclues. Depuis octobre 2023, on ne voit plus aucune femme dans les informations sur cette partie du monde, sauf si ce n'est pour pleurer. Et donc, dans ce jeu de pouvoir-là, aujourd'hui, on n'a plus une conception du pouvoir avec des peuples souverains qui pourraient choisir, mais on a une conception du pouvoir qui nous renvoie presque au XVe siècle, au XVIIe siècle, des monarchies absolues. On a des intrigues de cour. En fait, on a une succession d'intrigues de cour, et la mort de Raïssi par hélicoptère, suivie peu après de l'assassinat politique du chef politique du Hamas qui était venu assister à l'intronisation de Pezeshkian. Tous ces assassinats ciblés, toutes ces manigances, la façon dont finalement ces assassinats ciblés de la part d'Israël contre le Hezbollah et contre le régime iranien sont possibles également parce que les gardiens de la révolution sont un corps complètement vérolé au niveau de la sécurité et complètement infiltré par les renseignements israéliens. Tout ça nous renvoie en fait à une scène politique que les peuples qui se sont soulevés, qui ont montré qu'ils voulaient d'autres formes de gouvernance, plus de démocratie, plus de transparence, les peuples ont complètement déserté la scène, les femmes ont complètement déserté la scène, et on a une bande vraiment de vieillards et en proie à des manigances de cour. Et c'est là où nous en sommes.
Vous avez parlé des peuples qui ont déserté la scène. L'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis en janvier prochain, après son élection, pourrait rendre les choses plus compliquées pour le régime iranien, avec des sanctions économiques qui pourraient être durcies contre Téhéran, ce qui pourrait altérer un peu plus la situation économique. On se rappelle que lors du premier mandat de Trump, l'inflation était à 2 chiffres. Si je ne me trompe pas, on était dans une 40aine de % d'inflation, ce qui est énorme. C'est quelque chose qui pourrait réarriver. Est-ce qu'une dégradation très marquée de la situation économique en Iran pourrait renforcer le mouvement Femmes, Vie, Liberté? Vous avez dit que ce n'était pas que les femmes qui portaient ce mouvement, mais une grande partie de la société. Est-ce qu'une dégradation du climat économique, de la situation de vie, pourrait pousser plus de gens dans la rue et pourrait fragiliser un peu plus le régime? Alors sans faire de science-fiction, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Mais en fait, tout est possible. C'est vraiment la base. Enfin, je veux dire, moi, je suis aussi invitée à parler ici parce que l'impensable s'est produit. Parce qu'il y a eu le soulèvement Femmes, Vie, Liberté qui n'avait été prévu par personne. Donc je trouverais ça particulièrement ironique que, étant invitée à commenter et à donner sens à l'impensable qui s'est produit, je puisse avoir l'illusion de prédire autre chose ou de donner le cours des choses. Mais de ce que vous connaissez, vous, de la société iranienne, puisque vous êtes anthropologue, vous la regardez de très près, vous avez vu aussi comment ça s'est passé dans les autres pays. Absolument. On a vu les printemps arabes. Oui. Est-ce qu'on peut, sans vraiment établir de plan précis, mais avoir un ressenti par rapport à ce que pourrait ressentir la société iranienne? Alors ça, pas vraiment, mais par contre, ce qu'il est possible de dire, c'est avec certitude, c'est 2 choses. C'est que d'une part, la situation économique en Iran est déjà très dégradée, extrêmement dégradée. C'est-à-dire qu'on a une disparition progressive qui est en train de devenir presque complète de la classe moyenne, une paupérisation. Et le paradoxe étant que les valeurs de la classe moyenne, elles, se répandent dans toutes les classes, dans toutes les franges de la population, y compris dans les classes beaucoup plus paupérisées et périphériques. Donc, une paupérisation si extrême que les gens en viennent à vendre, par exemple, leurs organes pour pouvoir nourrir leur famille. Ce qui a été d'ailleurs plus ou moins légiféré en Iran. Le don d'organes et la vente d'organes régulés est possible, mais là, on a un marché noir qui a explosé. Par ailleurs, on a une crise économique et une inflation absolument galopante, mais qui sont là depuis plusieurs années et qui ne font que s'empirer, mais je ne crois pas... Enfin, les Iraniens ont déjà beaucoup l'impression de toucher le fond. Donc il y a cette crise économique qui est là. Et l'autre chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que on ne sait jamais si la catastrophe économique, en fait, pousse les gens dans la rue, ou si au contraire, finalement, le souci de la survie ne détourne pas les gens, ne désamorce pas la puissance du soulèvement. Il ne suffit pas d'être en colère, en fait, il faut aussi avoir l'énergie de se soulever, et surtout, il faut y croire. Et ça, moi, je veux beaucoup travailler là-dessus, sur la question du courage et de l'espoir, qui sont extrêmement liés. Par exemple, au Liban, il y a eu un soulèvement, encore une fois, très fort en 2019-2020, très créatif, très puissant et nouveau, parce que il allait au-delà des sectarismes et il redéfinissait une identité libanaise au-delà des politiques sectaristes. Et pourtant, ce soulèvement a été réprimé, et contrairement à ce qu'on pensait, la crise économique aiguë et même l'explosion du port de Beyrouth n'ont pas repoussé les gens dans la rue. Au contraire, ce que disaient les Libanais et les Libanaises, c'est qu'on est fatigué, on n'en peut plus, et on est bien trop occupé en fait à trouver de quoi se nourrir pour descendre dans la rue. Donc en fait, on ne sait jamais dans quel sens va jouer une crise économique. Ce qu'on sait, c'est que certainement la paupérisation n'est pas suffisante. Tomber dans un régime de survie n'est pas suffisant pour pousser les gens dans la rue. Il faut, à mon avis, au moins 3 choses. C'est une visibilité des inégalités, quelque chose qui va pousser à l'indignation. C'est ce qui a été le cas avec le meurtre de Jina Mahsa Amini, donc quelque chose une très forte indignation morale. Il faut, deuxièmement, une alternative ou la possibilité de penser un au-delà du régime dans lequel on vit. Et aujourd'hui, dans le contexte de guerre, ça devient de plus en plus difficile, en fait, de penser qu'il pourrait y avoir une issue heureuse à l'effondrement d'un État. Et puis troisièmement, il faut y croire. Il faut l'énergie de pouvoir ressaisir un courage qui n'est pas, moi c'est ce que j'explique dans mon livre, le courage ce n'est pas une vertu individuelle, et pour en revenir encore à Huda Riahi, et pour en revenir aussi aux Iraniens qui pendant très longtemps ont été justement dans la prudence, la patience, la modération, et qui ont été les maîtres et les maîtresses dans l'art de justement être extrêmement prudents et ne jamais aller au front vis-à-vis de leur État. Et tout d'un coup, les femmes brûlent tous les voiles et on transgresse toutes les lignes rouges, et aujourd'hui on s'installe même, on habite la ligne rouge pour résister depuis le ventre de la bête. Et ce courage-là, en fait, c'est pas une vertu individuelle, je pense que c'est quelque chose qui est collectif, qu'à des moments on a et à d'autres on n'a pas, et ce qui nous fait avoir ce courage, comme le montrent aussi les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui croient,
c'est d'avoir un horizon collectif, d'avoir un espoir en un futur qui nous permet en fait de trouver des façons de vaincre également sa peur, parce qu'on peut mettre toutes ces pièces en fait dans la bataille. Merci, Shohrah Makaremi, pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus, je leur donne le nom de votre livre, Femmes, Vie, Liberté, Écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran. Ça a eu le prix de l'essai France Culture Arte en 2023 et c'est aux éditions de La Découverte. C'est disponible en librairie et en PDF. Merci en tout cas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale Christophe Caron. Prise de son, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Présentation Christophe Caron.